Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler des audiences. On va faire le bilan de la semaine dernière au niveau top et flop audience, donc c'est-à-dire la semaine du 20 juillet, du lundi 20 juillet au dimanche. Mais je crois qu'on parlera pas du dimanche, mais j'ai pris en compte la journée du dimanche 26 juillet pour faire ce top et flop. Beaucoup de choses à retenir sur cette semaine. Il y a vraiment eu des choses qui ont très bien, des programmes qui ont très bien marché, des programmes qui ont beaucoup moins fonctionné. Donc il y a beaucoup d'éléments à donner dans cette vidéo. Donc je pense que on va essayer de tout faire rentrer en un quart d'heure, mais ça va être un peu compliqué. Et puis bah voilà, on va commencer tout de suite avec la journée de lundi du côté des tops. Je rappelle qu'on commence par les tops et puis ensuite on fait les flops. Du côté de lundi, déjà un top avec ce lundi 20 juillet sur M6, le film À fond avec José Garcia, Florence Foresti, André Dussolier, Caroline Vigneault, Charlotte Gabris et il y a également Jérôme Commandeur dedans. Dans ce film-là, 4 154 000 téléspectateurs, 20,4% de part de marché et surtout quasiment 22% sur La Ménagère, les femmes de moins de 50 ans, les responsables des achats de moins de 50 ans, qui est une cible donc toujours, je vous rappelle, les femmes de moins de 50 ans, ça fait partie des cibles majeures pour les chaînes de télévision en termes de publicité. Très bon score, ce qui montre que quand M6 fait la promotion également d'un film un peu avant quand même de le diffuser, ça peut marcher aussi, parce que le problème de Daddy Cool par exemple, qui l'année dernière avait fait un flop, et des autres films qu'ils avaient diffusés sur leur chaîne, c'est qu'ils les avaient pas mis en avant à fond, ils l'ont un peu plus mis en avant. Après tu restes sur un film qui est une comédie qui est pas d'un grand niveau scénario, mais au moins tu passes pas un mauvais moment parce que t'as des grandes stars quand même, que c'est pas mal joué, contrairement à d'autres films, Salut Kairon. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce... Comment on peut mettre Pierre Richard, Thierry Lhermitte, Gérard Darmon dans un film et que ça soit mauvais? Il a réussi il a réussi à rater la bande-annonce. J'espère que le film n'est pas du niveau de la bande-annonce, mais sinon ça risque d'être compliqué. Donc, du côté d'M6, voilà, bon score. C'est un film qui a été mis en avant, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il fait un bon score par rapport à Daddy Cool, qui n'était pas non plus un mauvais film, mais qui derrière n'avait pas été assez mis en avant. Concurrence qui était assez faiblarde, mais comme les semaines d'avant, c'est-à-dire qu'il y avait Camping Paradis, Motive, Le Mobile du Crime, qui ne sont pas des grands programmes. Peut-être qu'ils ont été aidés par le raté de France 3 sur ce lundi, mais sinon vraiment une belle journée pour M6. De toute façon, ça a été... Alors M6, ça a été mieux que les semaines précédentes, voilà, pour M6. Mardi, on passe à la journée de mardi, France 2... c'était Si les murs pouvaient parler, bonne réussite, 2 550 000 téléspectateurs, 13,2% de part de marché pour Stéphane Bern. Nouveau programme pour Stéphane Bern. Alors on pourrait dire c'est quasiment un spin-off de Secret d'Histoire dans l'idée. C'est toujours une émission d'histoire. La différence c'est qu'on s'intéresse plus à une personnalité, on va dire, on s'intéresse à un bâtiment en particulier. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un spin-off de Secret d'Histoire, parce que dans les deux cas, on essaye d'avoir des histoires un peu étonnantes et d'avoir des anecdotes comme ça pour attirer le téléspectateur. Bon score, surtout que la concurrence n'était pas très élevée non plus sur cette journée, même si Énergie 12 a fait un très bon score. Encore avec du cinéma, on l'appelle Trinita. C'est les western spaghetti avec Terence Hill, Bud Spencer. C'est quand même limite du nanar maintenant aujourd'hui. De toute façon, ils ont fait une soirée western spaghetti, mais les autres, la concurrence sur les autres grandes chaînes n'était pas si dingue que ça. Donc c'est vrai que ça a aidé France 2. Malgré tout, il faut lancer un nouveau programme, ce qui est toujours assez complexe. Même si on est sur un spin-off, je pense que ça va un peu rajeunir son émission Secret d'Histoire qui est désormais sur France 3. Et puis, voilà, Stéphane Bern, l'histoire, c'est un peu... Il y a une maîtrise dans la manière de faire sur l'histoire pour l'expliquer au grand public. Donc c'est vrai que il n'y a pas une énorme surprise sur ce bon résultat de France 2 non plus. Et puis on passe à vendredi. Hop là, vendredi 24 juillet, pourquoi? C'était le football, le grand retour du football en France.
après l'imbroglio autour du coronavirus, avec la finale de la Coupe de France, PSG Saint-Etienne, 4 868 000 téléspectateurs, 26,3% de part de marché. Et surtout, également un très bon score, 20,5% sur les femmes de moins de 50 ans, en tête sur toutes les cibles commerciales. Hécatombe pour les autres chaînes face au football de France 2, mais surtout, ce qui est intéressant de démontrer, c'est que certes, les hommes ont regardé comme habituellement le football, les femmes ont également regardé ce match de football, ce qui est pas toujours le cas sur les programmes sportifs. On a souvent une grosse différence entre les garçons et les femmes au niveau des audiences, au niveau des courbes d'audience. Donc là, on a vu qu'il y a quand même une très belle audience également sur les femmes, ce qui pourrait quand même faire dire à France 2 d'investir sur le sport. À France Télévisions, c'est pas si mal que ça, même si Delphine Ernotte a été a été réélu, voilà, je vais y arriver à la tête de France Télévisions. J'ai pas fait de vidéo là-dessus en parlant sur la réélection de Delphine Ernotte, je peux en parler un peu, mais certains ont dit elle a fait des audiences de merde, c'est pourquoi elle est réélue. Il faut savoir que les audiences, quand on est réélu au CSA, le CSA s'en branle des audiences pour une raison extrêmement simple, c'est que la seule fois où ils sont intéressés aux audiences, ça a été Jean-Pierre Elkabbach et ça a donné l'affaire des animateurs producteurs derrière. Donc, depuis, à France Télé, on s'intéresse plus aux audiences quand on prend un président de France Télévisions. Ça reste quand même important, mais c'est pas le truc majeur. Pourquoi on l'a réélue ? Parce qu'elle est très pote avec les politiques, il faut le dire, Delphine Ernotte. Parce que, voilà, elle est arrivée, elle n'a pas posé de problème à Emmanuel Macron pendant son mandat. Et je rappelle que l'élection, même si c'est le CSA qui gère et le président techniquement n'intervient plus dans l'élection du président de France Télévisions, il a quand même un rôle dans son élection, dans l'attribution du poste avec le ministre de la Culture également. Et puis que la concurrence n'était pas énorme parce qu'à part Christopher Baldelli qui est l'ancien patron d'RTL, et on peut pas dire qu'il ait non plus fait d'énormes choses à RTL, même si on lui a reproché beaucoup de choses, et de toute manière pour un troisième mandat c'est mort, parce qu'on lui a reproché le manque de diversité par exemple à l'antenne. C'est vrai que avec la fermeture de France O prochaine, elle devait amener plus de diversité sur la chaîne, elle ne l'a pas fait, on lui a reproché également beaucoup de choses, mais on lui avait demandé de faire des économies, elle a fait des économies. Je pense que c'est ce qui a donné sa réélection. Mais du côté du sport, on a aujourd'hui sur France Télévisions, on a eu une perte énorme de la place du sport sur les chaînes de France Télévisions parce que Roland Garros n'est plus diffusé en intégralité, parce que, à part le Tour de France et le cyclisme qui garde une place importante, beaucoup de compétitions ont disparu des antennes. La Coupe de France n'est plus aussi présente qu'à une époque. Enfin, il y a plein de choses qui ont disparu. Et là, on s'aperçoit que quand il y a du sport et que c'est bien mis en avant, et pourtant c'est pas hyper bien commenté parce que le foot sur France Télévisions, ça reste quand même, les consultants France Télévisions, les journalistes France Télévisions, on a que très peu qui sont performants, et ben ça peut faire de l'audience. Et voilà, tout simplement, on peut faire de l'audience avec du football français en plus, quand il y a de l'intérêt, quand il y a quand même un minimum d'enjeux, et puis quand on essaye de le faire un minimum bien. Il faut le rappeler à Madame Delphine Ernotte que le sport à la télévision, certes, c'est parfois un peu cher, mais ça peut produire d'excellentes audiences. Faudrait lui rappeler ça. On va passer au flop désormais, parce qu'on est déjà à 9 minutes de vidéo. Un peu moins de 9 minutes, ça c'est mon compteur d'enregistrement de la vidéo. On commence avec lundi 20 juillet. Parler du sport, on continue sur le sport avec Air France Télévisions, avec le documentaire sur Teddy Riner, intitulé Teddy. Tout simplement, 1 214 000 téléspectateurs, simplement 6,2% de part de marché derrière M6, derrière France 2, derrière TF1. Je pense qu'il n'a pas... Bon, déjà, c'est Teddy Riner. Certes, c'est quelqu'un de connu, mais c'est quand même pas le personnage le plus connu. Derrière, ils sont tombés sur une grosse soirée. Une grosse soirée parce que Motif fait 12% de part de marché, parce que Camping Paradis, même si c'est des rediffusions, ils font 16%, et qu'il y avait le film de M6 à fond. Donc déjà, je pense que le potentiel en termes d'audience, c'était maximum 10-11% de part de marché. Malgré tout, ils n'ont pas atteint ce potentiel-là. Ils n'ont pas été énormes également sur les cibles, parce que 5,7 sur les femmes de moins de 50 ans, ce qui pourtant aurait pu être attiré par ce programme, mais ça montre également que 5,7% sur les femmes de moins de 50 ans, ça montre bien que les hommes également n'ont pas plus regardé ce programme. Moi j'ai regardé le documentaire. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a des extraits que j'avais déjà vus dans Stade 2.
Le passage au Japon, par exemple, je l'avais vu. Alors, j'ai pas regardé entièrement pour savoir, je faisais du montage au même moment. Je crois que je montais de la MotoGP à ce moment-là. Mais j'avais une oreillette sur la MotoGP et puis sur ma vidéo sur mon débrief MotoGP du Grand Prix de Jerez. Et en même temps, j'étais quand même assez attentif. Puis j'ai vu les 40 dernières minutes, je les ai vues en intégralité. J'avais fini de monter la MotoGP. J'ai pas trouvé ça extrêmement dingue. C'est-à-dire que certes, on en apprend un peu plus sur Teddy Riner. Si tu compares à certains documentaires de Canal+, on est quand même en dessous. Même si tous les documentaires de Canal+ ne sont pas exceptionnels. Ou à certains documentaires Netflix, par exemple le documentaire de la Formule 1, où je pense que pour un néophyte, c'est vraiment un très bon programme pour se mettre à la Formule 1. Les Drive to Survive, c'est un excellent programme. Moi j'ai un peu plus de mal parce que quand tu t'y connais en F1, il y a des trucs qui sont un peu trop expliqués et on te prend un peu trop pour un con. Mais je comprends que pour les néophytes ça puisse être intéressant. Dans le cas de Teddy Riner, je trouve qu'il manquait quelque chose pour que ça soit un super documentaire. Et 6%, c'est aussi, ils ont très peu communiqué sur ce documentaire, à part dans les heures. Enfin, moi je l'ai su assez tardivement qu'il y avait un documentaire sur Teddy Riner qui allait être diffusé. Et ça, je pense que ça a été une erreur également de la part de France 2 de France 3 de pas assez mettre en avant un programme comme ça, qui est un programme majeur, qui normalement aurait dû arriver au début des Jeux Olympiques, parce que c'était prévu que ce soit un documentaire qui arrive genre la veille du début des Jeux Olympiques. Au final, les Jeux Olympiques ont été reportés, donc ils l'ont foutu là. Un peu par hasard aussi, il faut le dire. La programmation un lundi soir, c'est un peu surprenant. Moi, je l'aurais plutôt mis un dimanche, parce qu'il y a un peu moins de concurrence aussi. Mais voilà, un score pas top. Jeudi, M6. Ça, je peux faire, mais c'était This Is Us du côté de M6. Le final de la saison 3, 1 256 000 téléspectateurs pour l'épisode 1, 6,3% de part de marché. C'est dans la lignée de la semaine dernière pour This Is Us. Alors c'est bizarre, ça a plutôt pas mal débuté. Et moi j'étais un peu surpris parce que This Is Us c'est quand même pas la plus grande série au monde. Et puis derrière ça s'est écroulé au fur et à mesure, ça s'est délité. Il y a eu un passage. La semaine dernière, on était déjà à 5% de part de marché. Là, 6, ça a légèrement augmenté. Malgré tout, c'est fini derrière France 5. Ça finit derrière TF1, derrière France 2. France 5 avec des trains pas comme les autres, qui a quand même fait un très grand score avec 1 327 000 téléspectateurs. Mais voilà, ça a été compliqué. Pourtant, avec de la rediffusion, disparu, c'était la rediffusion. Les 35 ans des victoires de la musique. Alors, les 35 ans des victoires de la musique, certes, de la rediffusion. Certes, ça fait partie de la case que j'appellerais Jeudi catastrophe de France 2. Parce que envoyé spécial ça fait 1,8 million toutes les semaines et ça fait pas un très gros score, parce que les semaines précédentes qu'est-ce qu'il y a eu le jeudi qui a fait un four, il y a eu le grand échiquier qui a fait un four, il y a eu d'autres émissions, il y a une émission qui a fait 8 de part de marché, je sais plus c'était quoi, mais bon. Je voudrais quand même dire que quand on met Michel Drucker sur un programme, ça fait quand même minimum plus de 10% de part de marché, ça c'est aussi pour Delphine Ernotte. Michel Drucker, ça reste quand même un battleur un mec qui arrive à tenir les émissions, un patron, et qui leur manque vraiment ça. Nagui n'est pas un patron sur un prime. Bruno Guillon est un peu meilleur, mais c'est pas Drucker, quoi. Et ils ont perdu des animateurs importants, forts pour les prime time. Nagui, c'est pas Nikos, quoi. Nikos, il arrive à le faire. Nagui, il n'arrive pas à le faire. Et donc 1 879 000, 11,5% de part de marché, ce qui n'est pas un énorme réussite, mais This Is Us, pas top cette semaine. On termine avec vendredi, les touristes. Je ne sais plus si c'était un inédit, je crois que c'était une rediffusion. 1 567 000 téléspectateurs, 8,4% de part de marché pour TF1, ce qui s'y appelle une tôle. Je pense que Étienne Moujotte doit se marrer un petit peu de là où il est. Parce que, 8% à son époque, tu prenais la porte. Hein. Et plus jamais tu faisais de la télévision de ta vie. Même si tu t'appelais Nagui. Nagui ou Arthur. Là, c'est vraiment une tôle. De toute manière, le programme a été dézingué sur Twitter. Hein. J'ai vu... je regarde souvent... en direct sur Twitter, je regarde pas toujours les programmes. Par exemple, j'ai pas regardé les touristes. Je vais pas non plus regarder PSG Saint-Etienne. Mais j'ai pas regardé la télé sur cette journée du vendredi. Et j'ai regardé Twitter par contre, parce que j'étais sur mon ordinateur.
Et là, j'ai vu, ça s'est fait mais dézinguer et de manière catastrophique. Et Arthur, ça fait quand même quelques échecs qu'il a en prime time depuis quelques temps. Si l'émission avec les zombies ne marche pas pour Arthur, je donne pas cher de sa peau sur TF1. Vraiment. Parce que de Chavannes, ça a commencé comme ça. Il y a eu quelques programmes de Chavannes en prime qui n'ont pas marché. Puis après, il les a enchaînés. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois de Chavannes à la télévision ? Non. J'ai peur que pour Arthur, ça devienne un petit peu la même chose. Il arrive, surtout quand vous avez Camille Combal qui fait plutôt des bonnes audiences. Et Nikos, il continue à faire quand même des bonnes audiences. Là derrière, c'est quand même compliqué. Donc 4e chaîne, 15,5 simplement sur les femmes de moins de 50 ans. La deuxième partie de soirée a aussi été pas bonne parce que 1,19 million en deuxième partie de soirée, ça fait 12,6% de part de marché. Donc ils ont remonté légèrement, mais c'était pas non plus exceptionnel. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que c'est vu et revu, c'est vendredi tout est permis mais en moins bien. Et déjà que vendredi tout est permis, aujourd'hui c'est plus excellent. Et puis, c'est surtout de l'auto-promo, quoi. Je me demande même jusqu'à quel point c'est pas financé par les pompiers, cette affaire-là. Parce que ça met tellement en avant les pompiers. Ah, les pompiers, c'est bien, les pompiers, c'est super, les pompiers, c'est magnifique. Quand t'es pompier, tu sauves des vies, t'es un génie. Que je me demande jusqu'à quel point c'est pas financé par les pompiers et que ça me ferait un petit peu chier que de l'argent public passe dans ce type d'émission. On continue avec N'oubliez pas les paroles. Pourquoi en flop ? Parce que toute la semaine, Dépassé par Demain nous appartient et le 19-20. De toute manière, depuis le déconfinement, N'oubliez pas les paroles n'arrive pas à faire les audiences d'avant le mois de mars. Donc avant le mois de mars, ils arrivaient parfois à faire 3,5 millions, 3,6 millions. En moyenne, c'était 3,2 millions. Aujourd'hui, quand ils font 2,7 millions, ils sont déjà contents chez France 2. Donc va falloir réfléchir quand même, parce que l'année prochaine, ça peut être compliqué, surtout qu'avec un quotidien fort, peut-être, ou avec Hanouna qui va peut-être remodeler vachement ses émissions, il semblerait, il peut peut-être souffrir. Nagui, si en plus Hanouna met les boîtes en face, en opposition. Peut-être que, parce qu'il semblerait qu'il y a certaines personnes qui aiment bien Cyril Hanouna, un animateur de jeu. Moi, j'ai jamais été trop fan. Et puis on finit avec Samedi les 100 plus grands, sur TF1 là encore. Marc qui avait totalement disparu, qui s'était retrouvé un moment sur TFX ou TMC, qui ne faisait déjà pas des grands scores. Déjà à la fin sur TF1, ça faisait des tôles. Bon, bah là, ça a été une grosse tôle encore, 2 161 000, 13,4% de part de marché. Troisième chaîne, derrière Nos Jours Heureux et Fort Boyard, et même non, quatrième chaîne, parce que j'ai oublié Commissaire Magellan. Troisième sur les cibles, quatrième chaîne en part de marché globale. Christophe Beaugrand avec une fille... Mais cette émission-là pourrait être animée seule. Christophe Beaugrand aurait pu l'animer seul parce que ça n'a aucun intérêt d'être en binôme. Une fille que j'avais jamais vue sur TF1. J'ai pas regardé l'émission, mais j'ai regardé le programme télé. J'avais jamais vu ce nom-là sur les programmes télé. Peut-être que certains l'ont déjà vu. Le problème, c'est que Les 100 plus grands, c'est un programme qui a été vu et revu. Les séquences ont été vues et revues. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand TF1 j'ai vu une interview sur Pure Média au Zap, certaines interviews qui sont drôles. On se souvient de Thierry Boyer pour le live. Mais celle-là aussi a été drôle. Je ne sais plus si c'était le patron des programmes de TF1, des divertissements, qui disait oui, c'est important de faire revenir des marques qui ont marqué les gens. À quel moment ça a marqué les gens, les 100 plus grands ? La seule séquence qui est marquante, je pense, c'est le fou rire avec Berléand, Benoît Poulvorde et Guillaume Canet, qui est un fou rire magique. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez vous marrer pendant 5 minutes, si vous avez un peu le cafard. Mais sinon, c'est pas un programme marquant. La Star Academy, c'est marquant. Puis déjà, les programmes marquants, c'est marquant pour une seule génération. Faut savoir. Par exemple, la Star Academy, ça a été marquant pour les gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 32, 33 ans. Au-delà, ça n'a pas marqué. En dessous, tu dis Star Academy, les gens s'en branlent. Secret Story, ça a été marquant, mais pour une génération, ouais, pour ceux qui ont mon âge. Et encore, moi, ça m'a pas marqué, Secret Story. Love Story, ça a été marquant aussi pour certaines personnes, ou Perdu de vue a été marquant, ou les dossiers de l'écran dans les années 70 ont été marquants pour une génération, ou 7 sur 7 également, avec les pulls mohair de Anne Sinclair, mais faut bien avoir dans la tête que le Big Deal, par exemple, ça a marqué, mais ça a marqué que ma génération, le Big Deal. Comme le Palma Show a marqué ma génération, mais je pense que tu demandes à un mec de 35 ans le Palma Show,
c'est plutôt les nuls qui va te sortir. Moi, les nuls et les inconnus, par exemple, ça m'a beaucoup moins touché. Donc un programme marquant, déjà, c'est pour une seule génération. C'est pas avec une seule génération, une seule tranche d'âge sur Médiamétrie que tu vas faire des audiences faramineuses. Et puis ensuite, de toute manière, ça n'a pas été un programme marquant. Le mec qui dit ça est complètement bourrasse. Donc je pense que sur TF1, il faudrait virer certaines personnes, parce que pour proposer des idées à la con comme ça, comme une émission avec des zombies, pour croire que Ninja Warrior va faire 5 millions de téléspectateurs, et avoir des marques qui sont rincées, parce que chez France 2, c'est un peu comme M6, enfin chez TF1 pardon, c'est un peu comme chez M6, les marques sont rincées, il n'y a pas de nouvelles marques qui arrivent. Autant France 2, ils tentent des choses, il y a des nouvelles marques, bon, souvent c'est foireux, mais parfois ça peut marcher, autant là, les programmes sont rincés jusqu'à la moelle, à un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, pour résumer, pour cette vidéo donc, qui durera 20 minutes, flop de TF1 et France 2 sur cette semaine, M6 a fait un peu mieux, grosse semaine de France 5, et puis les films, dans leur majorité, ont plutôt bien marché, à part le film de France 2 dimanche, mais les films ont plutôt fait des bons scores sur cette semaine, et surtout quand il y a eu des films inédits. En même temps, c'est pareil pour France 5, mais pour M6 avec à fond ce type d'émission inédite, prime à la force de mettre des inédits au mois de juillet, de prendre le risque de peut-être ne pas faire d'audience, parce que oui, il y a des gens qui ne partent pas en vacances, surtout je pense cette année, avec le confinement, avec la Covid-19, il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances, et donc c'est bien de proposer des programmes inédits, et on s'aperçoit quand il y a des programmes inédits, c'est bizarre, ça fonctionne. Peut-être que chez certaines personnes, il faudrait y réfléchir dans les chaînes de télévision. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous avez regardé à la télé cette semaine, c'est toujours intéressant pour moi de savoir vos réflexions sur la télévision. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.